Bien, merci encore. Nous allons donner la parole maintenant à un chercheur qui a beaucoup travaillé précisément sur les fonds du muséum, Rémi Luglia, donc, qui est à la fois un acteur de la protection de la nature en France, puisqu'il est président de la Société nationale de protection de la nature, et donc c'est un historien qui va nous présenter notamment le projet de colloque qui aura lieu en septembre prochain sur le centenaire du premier congrès de protection de la nature qui s'est tenu à Paris en 1923. Merci Anna, bonjour à tous. Donc Steve va nous mettre la présentation en la partageant. Tu peux faire le partage du coup? Oui. Bon, énorme gageur pour moi, c'est de vous résumer deux éléments en même temps, c'est-à-dire les actes du congrès de 1923, qui font près de 400 pages. Voilà. Bon. Et puis en même temps, faire une proposition, c'est celui-ci, en vous dévoilant un petit peu, mais simplement dévoiler, je ne pourrais pas rentrer vraiment dans le détail, le colloque que nous organisons, que nous co-organisons, Apnée et SNPN, mais aussi avec l'ensemble des partenaires qui sont intervenus ce matin, puisque FNE, mais cette fois-ci nationale, est aussi partenaire. Bon, donc en fait, tous ceux qui ont parlé sont partenaires d'une façon ou d'une autre de notre événement, qui va se dérouler du 27 au 29 septembre 2023 à l'occasion de la célébration de ce centenaire, et ça va se dérouler justement au Muséum comme en 1923. Voilà donc un peu l'idée. Donc, je m'en excuse par avance, hein. Je vais simplement effeuiller un certain nombre d'éléments. Vous aurez davantage de précisions à partir de mi-juin, puisqu'on diffusera un premier communiqué de presse annonçant ce colloque avec le programme. Et donc là, vous aurez des détails plus importants. Donc, tout d'abord, voilà, Anna a dit l'essentiel me concernant, mais j'aime bien toujours situer un peu mon propos, puisque je suis à la fois professeur d'histoire, surtout naturaliste de terrain, mais également engagé dans la protection de la nature. Bon, voilà, donc c'est important de le signaler. Et puis, comme Anna l'a rappelé, chercheur associé à l'Université de Caen-Normandie, aussi à l'Université de Tours, et administrateur de l'HPNE. Voilà, c'est ces différents titres que je vais parler aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est bien de mettre en lumière, d'une part, le congrès de 1923 en tant que source, en tant qu'archive, bien sûr pas unique, hein, mais c'est une porte d'entrée très importante avec des actes, là je vous ai mis la couverture à l'écran, qui font près de 400 pages et donc qui représentent une sorte d'instantané de la protection de la nature au début des années 1920. Donc, c'est quelque chose qui est important. Et puis, je vous ai mis en regard ce qu'on essaye de faire avec des partenaires, avec ce colloque de septembre 2023 qu'on a intitulé « Défendre la nature de 1923 à aujourd'hui ». Et j'ai eu le plaisir à mettre là les logos de tous les partenaires qui vont nous accompagner sur cet événement. Alors, je commence par une citation. L'intention du congrès de 1923, telle qu'elle est rapportée par Raoul de Clermont, qui n'est pas un scientifique, mais qui va être le maître d'ouvrage de ce congrès, dans la lettre d'invitation qu'il adresse au monde entier, on va le dire comme ça, en décembre 1922. Bon, je ne vais pas prendre le temps de lire cette citation. Je pense que les présentations seront peut-être diffusées d'une façon ou d'une autre, hein. Voilà, donc on pourra regarder ça. C'est dans les premières pages des actes. En fait, cette citation, je l'ai mise en avant parce qu'elle résume l'essentiel de ce qui va être dit lors de ce congrès de 1923 et qui fait un parallèle assez saisissant avec la situation que l'on connaît de nos jours. Donc, on a l'universalité du problème de la protection de la nature qui est décrite ici. On a le constat des menaces et des destructions. On a des réflexions sur la cause, et la cause, c'est avant tout l'humain de cette destruction de la nature. On a les motifs de la protection. Pourquoi protéger la nature? On a également un appel à tous les défenseurs et des recherches de solutions. Donc finalement, ces thèmes, c'est ceux qui nous occupent encore en 2023. L'intérêt de cela, et du colloque de septembre 2023, c'est de remettre tout cela dans un temps long.
C'est le propre de l'histoire. Donc, remettre dans une perspective historique les acteurs, les modalités d'action, les discours et les récits, évidemment, c'est ce qui va être le cœur du sujet. L'idée est bien de mesurer les permanences, les évolutions, voir ce qui a changé et ce qui, au contraire, n'a pas changé. L'idée, c'est vraiment d'étudier plus largement les relations entre les humains et avec le reste de l'écosphère. Et puis, on a une autre intention qui est quand même d'identifier et de questionner sur ce pas de temps d'un siècle les facteurs de réussite et les facteurs de régression en matière de biodiversité. Bon. 3 axes ont été définis par le comité scientifique de ce colloque. D'abord, de contribuer à l'histoire de la protection de la nature jusque dans les années 1950. Ensuite, de restituer l'histoire de l'internationalisation de la protection de la nature. Et puis enfin, d'analyser des études de cas, les problématiques de protection de la nature qui se sont posées en 1923 ou même avant et les relier à leur actualité au XXIe siècle. Et pour cela, on a plusieurs grandes questions qui vont se mettre en avant. Et ces questions, ce sont des questions qui vont se poser aux chercheurs. Et donc, je vais avoir un exposé qui va être davantage centré sur le monde de la recherche, plus que sur le monde de l'archive. Vous avez bien le lien quand même entre le deuxième et les premiers. Et je vais essayer d'exposer des questions telles que le colloque de septembre va essayer d'y répondre partiellement, et en même temps des questions qui restent ouvertes, qui sont des possibilités de recherche aux étudiants qui pourraient être intéressés ou aux chercheurs qui souhaiteraient s'intéresser à ces questions-là. Évidemment, hein, ce n'est qu'une première approche. Donc, d'abord, l'idée essentielle, c'est de bien considérer que le congrès de 1923 n'est pas un départ, mais bien un aboutissement. Un aboutissement de tendances qui ont existé bien avant. Alice Lemaire en a rappelé un certain nombre ici, avec des associations qui existent avant ce congrès, qui vont l'organiser, et puis des événements qui vont exister avant que ce congrès n'arrive. Les congressistes eux-mêmes parlent de renouer le fil interrompu par la Première Guerre mondiale. Donc, on est bien sur une temporalité qui conduit jusqu'au congrès de 1923. Mais au-delà de ce congrès comme aboutissement, la question que nous, chercheurs, on se pose, c'est est-ce que ce congrès est une étape dans la protection de la nature? Est-ce qu'elle en est une étape marquante? À quel degré est-ce qu'elle marque ce cheminement? Alors, on a plusieurs sessions, je ne rentre pas dans le détail, mais du colloque qui vont se consacrer à cela. La première session, le mercredi 27 septembre, va être consacrée au temps long de la protection de la nature. Et on va remettre le congrès dans cette temporalité un peu élargie, hein, la question des monuments naturels, la question du droit de l'environnement, par exemple, vont être évoquées à cette occasion. Le jeudi 28 septembre, on va avoir une session consacrée au basculement et on va avoir un collègue qui est chercheur au muséum, justement, qui va s'intéresser aux représentations de la nature qui sont à l'œuvre lors du congrès de 1923, avec différentes familles de pensée qui se rejoignent ici. C'est quelque chose de particulièrement intéressant. On va se poser la question de l'internationalisation de la défense de la nature, le vendredi 29 septembre, et puis également les milieux et leur protection au miroir des temporalités. Là, on va pouvoir s'intéresser aussi bien à la question de l'humide, hein, des tourbières, mais aussi celle de la montagne et des forêts. Vous voyez qu'on balaye des champs, mais toutes ces interventions vont avoir en commun un temps élargi. Bien sûr, cette question du congrès comme jalon est une question qui va nécessiter encore des recherches. La seconde grande question, après les temporalités que l'on va se poser, mais qui est en lien avec ce que je viens de vous dire, c'est celle des acteurs et de leur conception. Et à cet égard, le congrès 1923 apparaît comme un moment assez original dans l'histoire de la protection de la nature, un moment de convergence, un moment d'intégration. La notion qui est principalement travaillée, c'est celle qui est mise en avant, c'est celle de nature. On ne parle pas encore d'environnement, on ne parle pas encore d'écosystème, on ne parle pas encore de biodiversité. Derrière cette notion de nature, qui est assez holistique, assez englobante, on va mettre plusieurs visions. Et c'est ce qu'on va essayer de montrer lors de ce colloque. On va avoir, deuxième facteur d'intégration, des acteurs qui viennent de courants extrêmement variés. Je vous en ai cité un certain nombre, j'ai mis des points de suspension parce qu'ils sont nombreux, les naturalistes, les forestiers, les chasseurs, les pêcheurs, les touristes, les artistes, les protecteurs des animaux, les grands propriétaires agricoles, les administrateurs coloniaux,
toutes ces personnes-là se retrouvent à ce moment-là pour discuter du même sujet et se définissent tous comme étant des défenseurs de la nature. Sans doute avec des visions différentes, mais quand même un souhait commun, défendre cette nature. On va retrouver des professionnels, évidemment, notamment des scientifiques, mais pas que, et aussi des amateurs. Le congrès de 1923 va s'intéresser à la fois aux espèces, mais aussi aux habitats et aux milieux. Et j'ai mis entre parenthèses la notion de paysage qui ne peut pas être résumée par l'appellation milieu. Donc, on a ça qui est traité en même temps. Ils vont s'intéresser en même temps à la nature rare, menacée, mais aussi à des espèces tout à fait communes qui sont des ressources pour les humains, espèces ou milieux. Je vous ai mis deux exemples. Parmi les rares et les menacés, la tortue d'Hermann, les bisons d'Europe et d'Amérique. Et parmi les espèces, on va dire, communes, les oiseaux insectivores et les questions autour du gibier. Les deux sujets sont traités en même temps. Ce ne sera pas forcément le cas dans les périodes qui vont suivre. On a donc ici 300 intervenants, 300 participants à ce congrès, pas intervenants, 300 participants, et qui viennent de 17 pays. Et donc, on peut se poser la question, quels sont les défenseurs de la nature au début du XXe siècle? Alors, il y a quelques points qui apparaissent. Je vous les livre de façon très rapide. On voit énormément d'institutions qui sont présentes, représentées par son de fonctionnaires et de hauts fonctionnaires. Nous avons des associations et des sociétés savantes. Toutes ces associations ne sont pas forcément d'ailleurs scientifiques. Nous avons des laboratoires, on en a parlé, avec de nombreux scientifiques qui sont présents. Louis Mangin va présider une partie de ce congrès. Et avec des interrogations qu'on peut se poser en tant que chercheur. S'agit-il véritablement d'une élite sociale? Ça y ressemble fort, tout de même. S'agit-il exclusivement d'un point de vue occidental du monde, assez largement? On peut s'apercevoir aussi que c'est une assemblée quasiment unanimement composée d'hommes. Et les femmes, ici, on peine à les chercher. Il y en a bien peu qui prennent la parole, 3, et très peu aussi parmi les participants. Donc tout ça, ce sont des questions qui peuvent nous interroger. C'est un champ qui reste encore largement ouvert, me semble-t-il. C'est pour ça que je vous propose d'écrire et de relier l'histoire de ces différents courants. C'est des choses encore sur lesquelles on a besoin de travailler. Henri venait d'en parler, et Anna à côté de moi pilote cela pour la HPNE. Il s'agit bien de biographier ces pionniers de la protection de la nature, et puis de cartographier les liens et les circulations. Ça, c'est des champs qui me paraissent encore à travailler. Troisième question, la question, après les acteurs, la question des consciences et des regards. 1923, c'est une sorte d'état des lieux, un instantané des destructions que connaît la nature, puisque c'est avant tout de ça que l'on va parler. Je vous ai mis ici quelques exemples, je ne vais pas les reprendre les uns après les autres, et je vous les ai mis en regard avec une actualité, celle de l'IPBES, qui publie un grand rapport en 2019 et qui liste 5 principales causes d'érosion de la biodiversité. J'en rajoute une 6e, les biocides, et on peut s'apercevoir que ces 5 causes sont déjà saisies plus ou moins par le congrès de 1923, avec des degrés divers. Les 2 premières sont très très bien saisies, la quatrième aussi, sur la pollution, sont déjà bien une conscience assez nette de ces choses-là, même s'il y a évidemment des évolutions ensuite. Le changement climatique, c'est des choses un peu plus délicates à percevoir à l'époque, et les espèces exotiques envahissantes sont encore débattues. Elles sont bien identifiées quand même. Donc finalement, quelle est l'invention du XXe et du XXIe siècle par rapport aux causes de destruction de la biodiversité et de la nature? On peut s'interroger. Il y a 100 ans, on savait déjà bien dans quel sens on allait. À travers ces questions qui concernent effectivement les consciences et les regards, au-delà des destructions, il y a des interrogations. Il s'agit pour le Congrès d'abord de sauver les ressources dans une logique utilitariste. J'ai mis ici une archive qui vient récemment d'entrer aux archives nationales, sur la Convention internationale pour la protection des oiseaux utiles à l'agriculture. On parle de ressources. On va aussi vouloir sauver les espèces, avec de très nombreuses inquiétudes qui s'animent. Je vous ai mis une citation de Jean Delacour, grand ornithologue, qui était président de la LPO, qui s'exprime lors du congrès avec des accents qu'on pourrait reprendre tout à fait de nos jours. Je pense qu'Alain Bougrain-Dubourg, président actuel, pourrait tout à fait reprendre plus ou moins ces mêmes paroles. Je
vous ai mis 2 exemples d'espèces qui ont disparu avant même ce congrès de 1923. On s'inquiète et on essaye aussi, sur les espèces, de proposer des solutions. Ces solutions sont plus ou moins nouvelles à l'époque, pas tellement par rapport à notre époque, j'y reviendrai. Et le congrès va s'intéresser à cette entrée espèce qui est importante à travers plusieurs sessions. D'abord, la session 4, le jeudi va être consacré plutôt aux questions espèces. Les espèces à protéger, on va reprendre avec un certain nombre de chercheurs un certain nombre d'objets. Ça va être par exemple le bison d'Europe. Je vous ai mis une illustration ici par un collègue du muséum. On va faire un focus sur la protection des oiseaux qui occupe quand même très largement les débats avec une session consacrée avec plusieurs chercheurs à cette question-là, avec différents territoires, différents espaces et différentes temporalités. Et puis, le soir, nous irons partager une table ronde à la Fondation François Sommer. Nous y serons hébergés au Musée de la Chasse et de la Nature pour s'interroger sur la protection des oiseaux d'hier à demain avec différents de nos collègues et des acteurs. Ceci dit, quand on lit les actes du congrès de 1923, on s'aperçoit qu'il y a de très nombreuses espèces qui n'ont pas encore trouvé leur historien. Donc là, je lance un appel. Si certains veulent mener des recherches, vous avez des choses qui remontent déjà au moins aux années 1920. Troisième question, après les ressources et les espèces, il y a évidemment les paysages et les monuments naturels qui représentent une forme d'avant-garde quand même dans la défense de la nature, notamment avec les lois, les aspects réglementaires qu'ils ont pu obtenir de façon assez précoce. Je vous ai mis quelques jalons ici et en image le parc national de la Bérarde qui a été créé en 1913, effectivement, qui deviendra un peu plus tard, quelques péripéties, le parc national des Écrins. On est dans l'Oisans. Sauver les paysages et les monuments naturels, c'est un autre axe de ce congrès de 1923 qui reste encore assez fécond de nos jours. Et puis enfin, nous avons les questions coloniales qui se posent avec beaucoup d'interrogations sur cela. Lise Lemaire l'a rappelé qu'au muséum, effectivement, les études coloniales étaient un point important. Depuis la fin du 19e siècle, d'ailleurs, c'est des sujets qui montaient fortement dans cette institution et aussi dans d'autres structures. Et la question de la protection, notamment des espèces, mais aussi de quelques milieux dans les espaces coloniaux se posent, avec en toile de fond les questions des dominations, je les mets au pluriel, et nous aurons effectivement une session qui sera animée par Steve, me semble-t-il, n'est-ce pas? Non, c'était par Isabelle, pardon, par Isabelle, autant pour moi, par Isabelle Parmentier, qui va montrer que les colonies sont aussi un sujet de préoccupation avec des approches qui renouvellent un peu le champ historiographique. Reste néanmoins un sujet, c'est la question des absences. Parce que dans ce congrès de 1923, certes, il y a beaucoup de choses qui nous parlent encore actuellement, mais il y a aussi des absences. Et ces absences, j'en ai listé quelques-unes, j'ai mis des points là aussi de suspension, on pourrait aller bien plus loin que cela. Je me suis aperçu en venant ce matin dans le train que je n'avais pas spécialement mis en avant la question des pesticides, qui se pose déjà dans les années 1900, mais pas avec la même intensité que ce qu'on connaît depuis les années 50. Donc, la question des mers et des océans n'est traitée que sous l'angle des mammifères marins, des pêches, la surpêche et des marées noires. Il y a encore bien d'autres sujets à traiter qu'on traite actuellement. La question des réseaux écologiques et des trames n'est pas forcément aussi bien conceptualisée à l'époque et de très loin. On s'intéresse à la circulation des migrateurs, notamment des poissons, mais ça ne résume pas la question des réseaux écologiques. La question des fonctions écosystémiques est saisie un petit peu sous l'angle des habitats et des catastrophes naturelles, notamment liées à l'eau, sécheresse, inondation. Et là aussi, ça n'épuise pas l'ensemble des sujets des fonctions écosystémiques. Les espèces exotiques envahissantes, j'en ai dit un mot, on l'a traité plutôt sous l'angle de la fin de l'acclimatation et des introductions, mais a-t-on vraiment arrêté d'introduire et d'acclimater des espèces ? Bon, je ne le pense pas. Donc, voilà, on est coté sur un point de départ, on va dire, de ces réflexions. Les questions climatiques étaient plutôt saisies de façon très locale. Je rappelle que dès le XVIIIe siècle, dans certaines îles tropicales, on se posait des questions climatiques, en quelque sorte, avec le changement du climat lié à des activités humaines, notamment à la déforestation. Bon, l'échelle globale n'était pas encore vraiment saisie, en tout cas dans ce congrès. On peut trouver des précurseurs, évidemment, ailleurs. La question des sols
n'est pas du tout pensée. La question de la géodiversité n'est traitée que avec un focus sur l'exceptionnel, hein, donc des monuments naturels exceptionnels, mais pas en tant que tels. La question de la pollution lumineuse, par exemple, n'est pas du tout traitée. Celle de la publicité, par contre, hein, qui vient défigurer les paysages, oui, fait l'objet d'un certain nombre de recommandations. Donc, il y a, comme piste de recherche, l'importance d'aller chercher les prémices et les origines des sujets actuels, qui n'ont pas été traités aussi en 1923. Il y a la nécessité de comprendre l'absence et l'émergence, et nous aurons pour cela une table ronde le premier jour du colloque, hein, Sciences et protection de la nature, quelles histoires communes. Et je pense qu'on va pouvoir réfléchir sur cette question. Qu'est-ce qui est saisi à quel moment? Pourquoi on s'intéresse à telle question? Pourquoi on s'intéresse à tels espaces et à telles espèces? Les choses ne sont pas anodines, me semble-t-il. Et bien souvent, on ne s'intéresse pas à ce qui est l'essentiel en ce qui concerne le fonctionnement des écosystèmes, mais on a d'autres critères. Et puis, on aura une communication spécifique qui va s'intéresser au loup, qui est un oublié du congrès de 1923, alors qu'on va parler, on y parle à cette époque-là, du lynx et de l'ours, et on ne parle pas du loup. Et surtout, on ne recommande pas sa protection. Pourquoi? Bon, voilà, on va avoir justement un regard très intéressant. Documenter l'absence et les comprendre, ça me paraît aussi très révélateur. On arrive quand même aux questions des solutions. La question des solutions, évidemment, ce congrès de 1923 a pour but d'essayer de trouver des solutions. Je vous les ai résumées ici avec une citation que je vais lire de Lucien Desnus, vice-président du Saint-Hubert Club de France, les chasseurs, 1er juin 1923. Il nous avait semblé que les solutions les plus efficaces étaient ou l'interdiction complète de chasser les espèces trop menacées, ou la création de réserves dans lesquelles toute chasse quelconque serait momentanément suspendue. Il fait un exposé sur les espèces et sur la réglementation de la chasse. Il nous propose cela. On a ici les deux grands axes des solutions de protection qui sont bien sûr toujours pour diminuer les pressions anthropiques. D'une part, avoir des réglementations qui limitent les exploitations, chasse, pêche, etc., qui limitent les destructions directement, et aussi en même temps la constitution d'espaces naturels protégés, réserves, parcs nationaux et toutes les autres formes que ça pourra prendre ensuite. Et je vous l'ai mis avec deux exemples tirés des archives de la LPO, avec une réserve ornithologique qui consiste à une réglementation d'ailleurs, et puis ensuite des refuges, mais des refuges privés de la LPO 1920. La question de la postérité va enfin nous animer, et j'ai presque terminé, avec quels sont les échos de ce congrès, quelles sont les suites qui ont été réservées. Ici, je vous ai mis quelques pistes de suite. La création de réserves, d'abord dans les espaces coloniaux français, et aussi après en France métropolitaine, réserve de Camargue, réserve du Lausannier, 1935, rappelons-nous-en, réserve du Nouviel, 1935, les réserves du Lausannier, dans les Alpes, 1936, le deuxième congrès de 1931, deuxième congrès international de protection de la nature, et puis ce qui a suivi, on va dire, sans forcément des liens très évidents avec la fondation du ICN. Et ici, je vous ai mis la première page de la réunion, enfin des actes de la réunion de Lake Success en 1949. Bien sûr, nous aurons des sessions qui vont s'intéresser à cela, sessions sur le basculement, et là, on va essayer de voir comment les luttes citoyennes, c'est FNE d'ailleurs qui va nous proposer cela, comment les luttes citoyennes ont pu puiser à ce congrès de 1923, directement ou indirectement d'ailleurs, et puis une session sur l'internationalisation de la défense de la nature, et une table ronde sur le multilatéralisme dans la protection internationale de la nature depuis 1923. Soyons clairs, nous n'épuiserons pas toutes ces dimensions, et donc là, il y a matière encore à recherche croisée. Enfin, je voulais terminer par une citation qui aurait pu prédire la crise écologique. Je vous laisse deviner qui a prononcé ces mots assez récemment. Et puis la mettre en parallèle avec Louis Mangin, dont on a parlé tout à l'heure, directeur du Muséum d'histoire naturelle en 1923, président de la Société d'acclimatation à la même époque, qui dit ceci dans son discours de clôture: « La nature a besoin de protection et c'est notre rôle d'empêcher les égoïsmes individuels et collectifs de dilapider un patrimoine de beauté qui appartient à tous. » Je trouve ça assez saisissant de mettre deux citations à 100 ans en parallèle, à 100 ans d'écart. Nous aurons donc une conclusion
qui va s'intéresser à cette question. 1923-2023, quelles leçons pour l'avenir? Il ne s'agit pas de se tourner uniquement vers le passé, mais bien de comprendre, par notre étude du passé, comment cet avenir pourrait se dessiner. En tout cas, quels sont les facteurs bloquants ou les facteurs d'espoir sur cette situation. Je terminerai par vous citer les publications qui sont liées. Vous en avez plusieurs qui viennent de paraître, hein, Historia et par Barbara, justement, les Archives nationales, dans l'histoire par moi-même. Et puis vient de paraître un ouvrage piloté par la HPNE, hein, à l'occasion d'un précédent colloque, de la réserve intégrale à la nature ordinaire. Voilà, les figures changeantes de la protection de la nature en France, 19e, 21e siècle, qui contribue, enfin, qui s'intéresse déjà à ces questions-là, vient de sortir. En fait, il sera disponible qu'à partir du 15 juin. Donc là encore, hein, c'est comment dirais-je, une annonce. Un article dans l'Éléphant à venir à l'automne, et puis des actes universitaires qui seront sans doute proposés en 2025 avec un éditeur universitaire. Merci. Ah oui, j'oubliais une publication phare de la SNPN. Oh là là, quel acte manqué. Je vais me faire taper sur les doigts par nos équipes. La SNPN va publier un numéro presque spécial de sa revue que vous connaissez depuis 1961, il fait partie de l'histoire aussi, le Courrier des Natures. Le numéro de juin, qui va sortir d'ici la fin du mois, va être consacré quasi intégralement à cette question du congrès de 1923. Merci Henri de ce rappel, c'est un peu tragique. Merci à tous. Merci Rémi. Bien, est-ce qu'il y a des questions sur ce colloque qui répondra sans doute à certaines de ces interrogations? Je regarde s'il y a des questions en ligne. Steve, Agimon. Peut-être une question sur, finalement, la France a longtemps été considérée comme très en retard sur la protection de la nature, en particulier par rapport à la Grande-Bretagne. Et on voit que les premiers congrès se passent en France, déjà avant 1914, puis après encore. Et je ne tiens plus si on en a discuté, mais comment ça se fait que la France, finalement, prend ces initiatives-là? Que la France se retrouve à ce rôle de leader international avec un succès mitigé, puisque finalement, on voit dans les participants qu'il y a beaucoup de Français, et c'est surtout des Français en fait, qui participent. Oui, c'est une question qui mérite encore d'être travaillée. Je pense que la précocité de la société d'acclimatation, qui va avoir un rayonnement international extrêmement marqué et fort, va sans doute légitimer les scientifiques français dans le fait d'organiser ces différents congrès. On peut parler du congrès, les deux premiers congrès de protection de la nature, on peut parler du congrès forestier, on peut parler du congrès sur la protection des paysages. Ce sont des sujets sur lesquels la France est finalement assez en avance des monuments naturels. Et on a un certain nombre de collègues qui nous disent que la France est imitée en Italie, imitée en Espagne, imitée en partie aux États-Unis, ce qui peut paraître assez curieux, hein, voilà. Mais parce qu'on a tendance de voir l'inverse. Mais donc il y a ces liens-là qui sont importants. Ceci dit, l'idée du retard français vient d'un constat qui est tout à fait vrai, c'est-à-dire que les gouvernements français tardent énormément à mettre en action un certain nombre de décisions, et notamment à créer des parcs nationaux. Le premier parc national français est créé en 1963, le premier officiel. On met de côté la Bérarde dont on a oublié. Alors que les autres, c'est dans les années 1900, avant la Première Guerre mondiale, que leurs parcs nationaux sont créés. Bon, donc effectivement, le décalage est là. Ce décalage, c'est peut-être une constante dans l'histoire, puisque un certain nombre de mes collègues un peu anciens me racontent que lors des réunions de l'UICN, François Ramade qui me racontait ça, lors des réunions de l'UICN, il se faisait régulièrement tacler par tous ses collègues qui lui demandaient pourquoi la France était si en retard, pourquoi le gouvernement français était si en retard par rapport aux autres. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose de neuf, je dirais cela, mais c'est un biais. C'est-à-dire que si on considère que la protection de la nature n'est le fait que des gouvernements, effectivement, la France est très en retard. Si on considère que la protection de la nature peut être faite par d'autres, ben, vous constatez qu'on n'est pas plus en retard.
Voilà. Donc là, il y a vraiment ces décalages. Maintenant, l'histoire des relations et des réseaux, elle me paraît encore assez largement à écrire. Et je dirais que la part de la France est sans doute en partie actuellement invisibilisée au niveau international, en tout cas sur ses effets sur ses réalisations avant Seconde Guerre mondiale. J'ai ouvert. Oui, Henri Scheffel. Oui, sur cette question. Sur cette question, je voudrais rappeler et renvoyer nos auditeurs au premier colloque de l'HPLE que nous avons organisé en 2010 et qui portait le titre de « Une protection de la nature et de l'environnement à la française ». Et surtout, ce qui était le plus important, c'est le dernier-ci, un point d'interrogation. L'habitude en France de rajouter le qualificatif à la française pour un certain nombre d'actions politiques dans divers domaines. Et nous avions à ce moment-là, parce que cette question était sous-jacente et revenait à la surface de diverses tribunes, de diverses voix, y compris scientifiques. Et donc, nous avions voulu interroger, de savoir, finalement, la France là-dedans, a-t-elle fait du suivisme, a-t-elle été une avant-garde, etc. Et la question n'est pas aussi simple que cela, elle n'est pas binaire. Je citerai par exemple le congrès de 1909 sur le paysage. Hugo Convins, qui était le créateur de l'office allemand de la protection de la nature, était élogieux à l'égard de la France et demandait finalement à ce que l'on imite, alors il s'agissait du paysage, pas de toutes les problématiques de protection de la nature, mais que l'on s'inspire de l'activité française. Alors c'est un sujet qui effectivement mérite discussion, c'est pas tout blanc, c'est tout noir, et comme Steve nous faisait remarquer à l'instant quand tu parlais, Rémi, il y a aussi tout le versant colonial où post-premier congrès jusqu'aux indépendances de 62, il y a eu énormément d'initiatives de protection qui peuvent aussi être interrogées sur leurs finalités, sur leurs différentes finalités, mais on ne peut pas méconnaître également l'activité de la France dans les territoires qui étaient sous souveraineté et qui se posaient des questions que l'on se pose de façon générale. Rappelons que la Convention, le premier texte, bon, enfin Jérôme Fromageau en parlerait mieux que moi, mais le premier texte international de protection d'espèces, c'est la Convention internationale pour la protection des oiseaux utiles à l'agriculture 1902. Elle est appelée aussi Convention de Paris. Elle avait été signée à Paris. Voilà. Donc il y a tous ces éléments-là qui, à cette époque, faisaient que voilà, ce n'était pas illégitime d'organiser en France le premier congrès international de la protection de la nature. Après, que dans un congrès comme cela, il y ait surtout des participants français, je dirais bon, à l'époque, ça ne me paraît pas original. J'aurais une petite question à poser. Donc, les négociations sur le traité de Versailles, quelques années avant le congrès de 1923, ont souvent été présentées comme le début du recul de la langue française comme langue de communication internationale et notamment diplomatique. Dans le congrès de 1923, effectivement, est-ce que le français était la langue de travail principale de ce congrès international ou pas, ou est-ce qu'on voyait effectivement commencer à émerger une future prééminence des langues anglo-saxonnes? Il ne me semble pas qu'il y ait d'indication de ce point de vue-là. Moi, je n'en ai pas trouvé de mémoire sur les différentes langues qui auraient pu être utilisées lors du congrès. J'ai l'impression que le français a été quasiment unanime, mais en tout cas très largement majoritaire. Mais je ne me souviens pas de mention des langues utilisées lors de ce congrès, même s'il y a un certain nombre de participants étrangers. Bien, merci Rémi.